Pour démarrer, j'aimerais maintenant présenter notre premier intervenant, Aurélie Mété de l'UMR Système de Supagro Montpellier, qui se spécialise sur le partage des ressources du sol. Alors pourquoi on a pensé que c'était pertinent cette année? Tout simplement parce qu'on se souvient qu'à la sortie de l'hiver, les sols étaient détrempés. Il était même, dans certaines conditions, assez difficile de rentrer sur le vignoble. Dans beaucoup de cas, la culture d'enherbement entre les rangs de vignes a permis de rentrer plus vite et puis même d'assécher plus rapidement les sols, voire d'induire un déficit hydrique précoce qu'on souhaite souvent bénéfique sur la qualité du raisin. Cependant, de la mi-juillet à la mi-septembre, on a obtenu des conditions de déficit hydrique qui ont peut-être pu être empirées par la présence de l'enherbement tôt dans la saison. Donc, quels sont les avantages et les inconvénients de favoriser et de promouvoir ces cultures de l'entre-rang? Ce sont des questions qu'Aurélie connaît bien. Et Aurélie, merci de venir partager tes résultats avec nous. Donc, merci Thibaut pour cette invitation à participer à cette conférence du millésime. Donc, merci aussi pour mon introduction. Donc, je vais vous parler d'enherbement en viticulture et je vais essayer de développer à la fois un regard sur les pratiques existantes aujourd'hui et de vous proposer une réflexion sur l'évaluation des impacts de cet enherbement. Donc, je vous propose un plan en 3 parties. On va discuter un peu des objectifs qu'on attend quand on tolère de l'enherbement ou quand on le sème en viticulture et je vous proposerai une espèce de typologie d'enherbement que l'on essaiera de discuter au vu des pratiques actuelles en Bordelais avec une petite comparaison avec la région Languedoc-Roussillon d'où je viens. Et enfin, on analysera les effets de l'enherbement surtout du point de vue de la contrainte azotée en complémentarité avec la contrainte hydrique que mentionnait Thibaut. Donc l'enherbement, qu'est-ce que c'est? C'est un vaste ensemble de situations viticoles, vous le savez tous, puisque ça peut consister tout simplement à tolérer la présence d'enherbement spontané, donc les espèces qui poussent naturellement sur les parcelles, et jusqu'à des situations où on va choisir des espèces que l'on va semer à des dates précises, parfois en monospécifique, parfois en mélange. Donc on a une grande diversité de situations dans laquelle il n'est pas toujours évident de se retrouver. Mais dans un premier temps, l'enherbement, finalement, c'est une alternative assez séduisante au désherbage chimique et mécanique, notamment parce que si on substitue un désherbage chimique par de l'enherbement, assez rapidement, on a moins d'herbicides, on n'en a plus. Et puis si on substitue un désherbage mécanique par l'enherbement, sous réserve de bien le réaliser, on a moins aussi de temps de travail et d'énergie fossile pour travailler mécaniquement. Donc ça peut être tout simplement une alternative séduisante. Puis les objectifs de l'enherbement, ils sont multiples et très contexte dépendants. La réflexion des viticulteurs bordelais vis-à-vis de l'enherbement n'est certainement pas la même que les viticulteurs languedociens, la prégnance du stress hydrique n'étant pas la même. Ce que je voudrais dire en intro, c'est que quelque part, c'est une certaine prise de risque pour le viticulteur, puisqu'il tolère la présence d'autres espèces que sa vigne sur la parcelle, avec l'idée d'arriver à conduire la vigne vers le rendement et la qualité de vendange qu'il souhaite. Donc finalement, si on prend un point de vue un petit peu plus distancié vis-à-vis de la parcelle enherbée, pour le viticulteur, il s'agit d'équilibrer à la fois les services rendus par l'enherbement et ce qu'on appelle disservices, c'est-à-dire le contraire des services, les inconvénients. Alors je vous ai simplement mis la mention d'un terme qui est beaucoup employé en agronomie, en écologie, le terme de service écosystémique. C'est tous les bénéfices qu'on peut retirer du fonctionnement d'une parcelle agricole quand on l'applique à un objet agricole. Donc, quel service on peut attendre de l'enherbement viticulture? Vous avez ici un aperçu illustré des différents services qu'on va rechercher. Alors, la lutte contre l'érosion, la portance des sols, Thibaut en parlait à l'instant. L'enherbement peut permettre dans certaines situations d'entrer dans la parcelle, alors que si le sol était nu, on aurait du mal à faire rouler les tracteurs. La fourniture en eau et en eau de qualité, comme je le disais, le fait de réduire l'utilisation d'herbicides fait que les eaux qui drainent de la parcelle ne sont plus chargées d'herbicides. Et puis un enjeu aussi autour de la fertilité des sols, une fois que cet enherbement est restitué. Puis le gros point sensible, c'est d'arriver via la maîtrise de l'enherbement à piloter à la fois la vigueur. Dans le Bordelais, on aura quelquefois tendance à utiliser l'enherbement pour justement réduire la vigueur et aller vers des rendements qualitatifs. Dans le Languedoc, on sera, si je caricature, beaucoup plus frileux vis-à-vis du développement de l'enherbement, justement pour pas perdre trop de vigueur. Donc vous voyez le petit point jaune là, enfin la mention du signal attention, c'est bien que le viticulteur doit essayer de manipuler tout ça avec précaution et à chaque millésime.
Donc, j'en arrive à une proposition de typologie. Quand on veut décrire une situation d'enherbement, quelle que soit la parcelle, on va avoir 3 grands types de caractéristiques. La première, c'est le matériel végétal. Alors, le matériel végétal, il y a 3 grands cas de figure, les 2 premiers étant sans doute les plus fréquents. Le matériel semé, donc on choisit des espèces ou un mélange, ou le matériel spontané, c'est-à-dire des espèces naturellement présentes sur la parcelle. Évidemment, les 2 choix ne sont pas sans conséquences, notamment en termes d'organisation du travail, de période de semis possible pour le viticulteur. Et puis, il y a des situations que vous voyez ici, je ne sais pas si mon pointeur... vous voyez le point rouge, oui, mixte, où le viticulteur crée une mosaïque entre des interrants enherbés spontanément et des interrants semés. Là aussi, une grande variabilité des situations. Alors, comment réfléchir vis-à-vis des espèces intéressantes ? Alors, je vous propose un petit schéma qui résume ça, qui part des services qu'on attendrait de l'enherbement. Alors, si vous voulez bien, on va commenter juste la première partie, là, contrôle des adventices. Si l'objectif du viticulteur, c'est d'avoir un enherbement qui permet de contrôler les adventices, il va chercher des espèces qui vont être capables de couvrir rapidement le sol ou d'avoir une couverture persistante du sol et aussi une barrière physique à la germination des adventices. Donc ce pool de caractéristiques d'enherbement, il va le réaliser avec certaines espèces qui ont ce qu'on appelle des traits, c'est-à-dire des caractéristiques particulières, notamment un taux de croissance assez rapide, un cycle de vie assez long, des biomasses aériennes assez productives. Et vous voyez très bien le lien qu'on aura entre contrôle des adventices et jusqu'au choix d'espèces intéressantes pour le viticulteur si ce contrôle des adventices est son objectif. Donc voilà un petit peu pour l'aspect choix variétal. Maintenant, la deuxième caractéristique qu'on peut avoir à décrire quand on définit une situation d'enherbement, c'est la surface herbacée. Alors ça, vous le savez tous, ça crée de magnifiques paysages viticoles. On a une grande diversité de situations là aussi, depuis des surfaces enherbées en plein, le rang et l'interrang, jusqu'à des surfaces enherbées, un interrang sur 2, un interrang sur 3, avec une alternance les années et les autres. Dernier descripteur ou dernière caractéristique d'une stratégie d'enherbement, c'est la durée de l'enherbement. Là aussi, grande diversité de situations, depuis des enherbements hivernaux, depuis la vendange jusqu'au débourrement, qui sont complètement complémentaires du cycle de la vigne, jusqu'à des enherbements beaucoup plus prise de risque, si je caricature, des enherbements permanents qui sont toujours là toute l'année, y compris pendant la croissance de la vigne. Puis évidemment, des situations intermédiaires. Donc voilà pour cette stratégie qu'on va essayer de garder en tête pour la suite de l'exposé. Évidemment, cette stratégie, elle est gérée par le viticulteur chaque année en fonction de son contexte de production, du type de vendange qu'il vise et en fonction aussi du matériel qu'il a pour tout un tas d'opérations mises en place, entretien et destruction de l'enherbement. Ceux parmi vous qui travaillent en relation avec le machinisme agricole savent qu'aujourd'hui, il y a un vrai dynamisme autour des machines d'entretien, notamment des enherbements, avec des systèmes de déport de la tonte sur le rang, etc. Alors j'en viens aux pratiques actuelles, où on en est aujourd'hui dans l'enherbement. Alors j'ai tout simplement repris la statistique agricole sur le sujet, Agreste. Donc à l'échelle France, c'est à peu près la moitié du vignoble qui est enherbé. Et vous voyez que les 2 exemples que j'ai choisis pour aujourd'hui sont assez contrastés. Vous avez l'Aquitaine, je vais qualifier bon élève, surtout qu'on est à Bordeaux, du point de vue de l'enherbement. Vous voyez qu'au total, permanent plus temporaire flirte avec les 90%, quelque chose comme ça, un peu plus de 80%. Et puis vous avez le Languedoc-Roussillon. Alors j'ose le mauvais élève, puisqu'on n'y est pas, pour dire qu'on est au-delà de 25% d'enherbement. Donc vous voyez une structuration très climatique de l'adoption de cette pratique, mais quand même une tendance en comparaison avec 2006 à un développement assez important de ces pratiques d'enherbement, ce qui est plutôt une bonne chose. Alors j'ai zoomé sur la partie Aquitaine avec 2 diapositives qui montrent la diversité des situations d'enherbement. Donc cette première diapositive, c'est pour décrire le type d'enherbement, donc soit total, soit entre les rangs. Et ce qu'on voit assez rapidement, c'est que c'est l'enherbement partiel, c'est-à-dire le vert pétard et le vert moyen, je ne connais pas bien mes couleurs, qui dominent dans le Bergeracois et la rive droite. Il domine aussi dans la rive gauche, mais on note sur la rive gauche qu'on a beaucoup moins de situations enherbées.
Et donc ces situations enherbées moins importantes, elles s'expliquent assez bien, en tout cas quand on lit les documents techniques sur le sujet, notamment par le facteur sol, la moindre réserve hydrique qu'on peut y trouver. L'autre point intéressant sur l'enherbement dans le Bordelais, c'est aussi la dominance d'enherbement spontané. C'est-à-dire qu'on tolère l'herbe, on la gère, on la tond, etc. L'enherbement semé reste assez minoritaire. Donc vous voyez, c'est cette partie-là, l'enherbement semé qui est ici, pardon, juste là, reste assez minoritaire sur la partie bergeracois. Et l'enherbement semé est ici aussi représenté, vous voyez, en enherbement permanent semé 8 et 11. Donc en gros, une pratique dominante qui est de l'enherbement partiel et spontané. Alors je vais compléter la comparaison que je vous ai donnée rapidement tout à l'heure avec le Languedoc-Roussillon, qui annonçait à peu près 25% d'après Agreste, par une enquête qu'on a conduite assez récemment, qui montrait une situation 2016 de l'utilisation de l'enherbement en viticulture, donc avec une enquête assez bien distribuée sur la région, et qui a montré que ce qui dominait, finalement, c'était bien de l'enherbement spontané aussi, mais qui était beaucoup moins prise de risque qu'en Bordelais, qui était centré sur l'hiver, la période hivernale. Donc oui, on enherbe en Languedoc-Roussillon, mais beaucoup plus resserré dans le temps, avec juste la tolérance de la concurrence pendant l'hiver. Alors les enjeux maintenant, si on s'intéresse à l'analyse des effets de l'enherbement, ça va être de maîtriser le système enherbé, puis de le maîtriser chaque année. Et puis chaque année, on le sait, le climat n'est pas le même, les attaques de bioagresseurs ne sont pas les mêmes, donc il faut piloter cet ensemble. Et donc il faut piloter avec les leviers d'action dont on dispose ici. Donc si on prend dans la suite de l'exposé un point de vue qui consiste à dire je veux, avec l'enherbement que j'ai toléré ou que j'ai semé, éviter des contraintes trop fortes ou mal positionnées dans le cycle, on a plusieurs façons d'aborder la question. Une première façon consisterait à dire je réduis la surface couverte, je détruis, je fais un interrent sur deux. Beaucoup de viticulteurs, suite à une période de sécheresse, vont l'année suivante détruire un interrent sur deux pour limiter la concurrence. Une deuxième proposition consiste à dire je vais réduire le temps de présence de l'enherbement. Alors là, c'est une destruction plus précoce. Une troisième peut consister à adapter le système de culture, à compléter avec un fertilisant éventuellement localisé ou à, quand c'est possible, ce qui est possible sur certaines zones en Languedoc-Roussillon, à irriguer pour compléter. Et puis la troisième que je vais vous proposer de développer ensemble pour la suite de l'exposé consiste à dire pour gérer cette contrainte éventuelle, je vais essayer de choisir une espèce appropriée à mon terroir, à mon matériel, et je vais essayer de la piloter en relation avec les services que j'attends. Donc, dans la suite de l'exposé, je vais prendre un cas qui se présente en Bordelais, c'est-à-dire le cas d'une situation enherbée qui ne crée pas trop de contraintes hydriques. Alors, on verra dans l'avenir si le stress hydrique n'est pas plus présent avec l'évolution du climat. Mais, donc, une contrainte hydrique modérée, mais par contre, une contrainte azotée assez forte. Avant d'attaquer cet exemple, je voudrais juste rappeler que quand on va parler de cette maîtrise de la concurrence entre l'herbe et la vigne, forcément, on a une vision très spatialisée des phénomènes. Ici, vous avez une coupe de l'interrang enherbé avec le rang de vigne. Vous imaginez bien que le cycle de l'azote ici et le cycle de l'azote là vont pas tout à fait être les mêmes. Et l'enjeu pour le vigneron, en fonction de la réalité de son système racinaire, ça va bien être de piloter pour s'assurer que la nutrition azotée de la vigne ici soit satisfaisante. Et puis donc, j'ai mentionné l'importance du climat. Par rapport à ça, il y a aussi l'importance du sol. Par rapport à ça, il y a aussi l'importance du climat qui va une année créer beaucoup de minéralisation, une autre année favoriser la lixiviation, etc. Donc, prenons l'exemple d'une situation d'enherbement qui aurait créé de la contrainte azotée. Alors, je vous l'ai dit, une façon, c'est peut-être d'envisager une correction par fertilisation, si c'est possible. Et donc, ce que j'aimerais discuter avec vous, c'est une correction par le choix de l'espèce. Alors, je vous propose deux stratégies, engrais vert d'une part ou espèce peu concurrentielle d'autre part. Alors, pour ce qui est de l'engrais vert, je vais prendre l'exemple de la févrole. Certains d'entre vous ont peut-être travaillé avec cette espèce, qui est assez bien connue pour son pouvoir engrais vert, justement parce qu'elle produit plutôt pas mal de biomasse assez rapidement, qu'elle est plutôt rustique et qu'elle est capable de pousser l'hiver, et qu'on arrive, alors on pourra en discuter, à la détruire pour qu'elle ait justement cette fonction d'engrais vert de restitution. Alors, les collègues de l'IFV Gaillac ont beaucoup travaillé sur la févrole, Laure Gontier notamment, qui en 2013 montrait, alors avec ce graphe,
que l'azote assimilable des moûts, qui est un des dangers, enfin une des prises de risque qu'on prend quand on enherbe, de concurrencer la vigne et qui a une répercussion sur les moûts, l'azote assimilable dans les deux situations, alors bleu et vert, c'est-à-dire broyage de la févrole et roulage de la févrole, était significativement augmenté. Donc un vrai effet, un vrai pilotage de ce statut azoté. Pour autant, on peut se demander si les moûts étant bien nourris en azote, il n'y a pas aussi une éventuelle concurrence en eau, c'est-à-dire une réduction de la vigueur globale. Alors ça, c'est donc l'effet de l'engrais vert sur l'eau. C'est quelque chose qu'on essaye de tester à l'UMR System, là, avec une thèse en cours, où on discute, où on mesure les effets différenciés de févrole détruite en avril au débourrement versus une févrole qui a été détruite en février, en fin d'hiver. Donc là, c'est une photo prise courant mars, où on voit bien les deux systèmes qui ont été pendant l'hiver, tous les deux enherbés en févrole. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit une variabilité des effets suivant les modes de gestion. Ici, le graphique du haut vous montre le stock d'eau à 20 cm, donc sur l'horizon de surface, en millimètres. Pour la févrole, c'est les points bleus qui est détruite en hiver. Pour la févrole, c'est les points verts qui est détruite en avril. Et pour l'enherbement spontané. Et donc, on voit un certain assèchement de surface avec la févrole en avril et l'enherbement spontané. Qui dit assèchement de surface dit peut-être raréfaction de la minéralisation, ce qui peut être un problème pour l'absorption par la vigne. Mais quand on regarde en profondeur, donc vous avez la même chose, mais sauf que le stock d'eau, là, il a été mesuré sur 1 mètre de profondeur, on voit que la recharge hydrique hivernale est équivalente pour la févrole, donc soit détruite en février, soit détruite en avril, et puis qu'elle est même plus favorable pour le système févrole. Donc si je reviens en arrière, un effet plutôt intéressant sur l'azote des moûts, et puis grâce au développement de la févrole l'hiver, non pas une concurrence qui ferait que le profil serait plus sec à débourrement, mais plutôt un profil hydrique bien rechargé avant le démarrage de la saison. Alors justement, sur cette prise en compte de la variabilité climatique, je voulais aussi vous rapporter des travaux qui ont été conduits sur ce thème-là, qui consistaient à comparer 3 stratégies de vignerons. Une stratégie qui consisterait à toujours laisser le sol nu, une stratégie qui consisterait à semer de l'enherbement permanent, et puis une stratégie où soit on mettrait du sol nu, soit de l'enherbement permanent, soit de l'enherbement temporaire, en fonction des critères que vous voyez écrits en rouge, c'est-à-dire des critères hydriques. Si le semis n'est pas possible, on laisse sol nu. Par contre, s'il y a assez d'eau, on sème. Et puis, s'il n'y a pas assez d'eau à un certain moment, on détruit. Donc, on compare 3 stratégies fixes à des stratégies flexibles. Alors, voilà le résultat de cette comparaison, donc faite sur 4 années. Elle a été faite sur 2 axes, la comparaison. Donc, le premier axe, c'était le rendement et la qualité de la vendange, donc pour ces 3 stratégies. Et le deuxième axe, c'est la diminution du ruissellement, qui est un des services, on l'a vu tout à l'heure, que l'on peut attendre de l'enherbement. Donc ces 3 stratégies, elles ont été évaluées 4 années, 2 années sèches et 2 années humides. Et on voyait la disparité des points. Donc ça, c'est la stratégie sol nu. Ça, c'est la stratégie enherbement permanent. D'accord ? Et puis ça, c'est la stratégie flexible, c'est la hachurée, stratégie mixte. Quand il y avait assez d'eau, on semait. Quand il n'y avait pas assez d'eau, on détruisait, éventuellement précocement. Et donc, si on regarde la localisation des points, on voit vite que c'est une zone de compromis favorable. On a réussi à avoir des rendements et une qualité correcte, tout le temps, sans variabilité climatique forte. Et on a eu un service de diminution du ruissellement assez intéressant. D'accord ? Donc voilà un exemple d'argument qui plaide en faveur de cette flexibilité des conduites d'une année sur l'autre. Alors, je vous avais dit, on pouvait envisager la lutte ou la maîtrise de la concurrence azotée de 2 façons. On vient de voir l'engrais vert avec l'exemple de la févrole. Je voudrais juste terminer en parlant d'espèces peu concurrentielles. C'est une autre façon d'envisager l'enherbement. Et parmi les choses qui sont développées, il y a notamment beaucoup de travaux dans le Bordelais conduits par la Chambre d'agriculture, Maxime Christin, Lorlaï Cazenave, qui font un travail d'inventaire de la flore adventice naturellement présente dans les parcelles, et qui essaye de voir comment cette flore, alors vous la voyez ici, flore spontanée, est influencée par tout un tas de pratiques. Ces pratiques étant vues un petit peu comme des filtres. Et pourquoi elles nous intéressent, ces pratiques ? Elles vont permettre de voir si elles contribuent à filtrer une flore qui fait les services qui nous intéressent, décomposition, prévention de l'érosion, infiltration, etc. Donc leur travail aujourd'hui, qui est en cours, consiste à, sur des centaines de parcelles dans le vignoble, voir l'effet des pratiques sur la sélection d'espèces plus ou moins intéressantes pour les services à rendre à la vigne. La dernière, cette fois-ci c'est pour de vrai, la dernière diapositive sur cet aspect-là,
C'est une autre façon de choisir les espèces potentiellement intéressantes, là encore avec 2 axes. Un indice de compétition avec la vigne pas trop fort, et puis un potentiel de capture de l'azote et de restitution de l'azote intéressant. Et donc ça, c'est un travail qu'on conduit qui vise à regarder un petit peu les caractéristiques de différentes espèces et à les positionner. Alors là, j'ai pas mis les valeurs, mais c'est effectivement quantifié entre ces 2 axes-là. Alors intuitivement, on se dit qu'on aimerait avoir des espèces plutôt ici. Quoique pour certains qui voudraient avoir une petite compétition avec la vigne, on pourrait se décaler un peu vers la gauche. Donc voilà la projection des espèces qu'on a étudiées. Je ne vais pas toutes les commenter, hein. Vous avez des fétuques, vous avez des lotiers, vous avez du trèfle, etc. Vous avez des petites luzernes. Celles qui sont dans la zone verte, c'était celles qui, dans le contexte de production auquel on s'intéressait, étaient les plus intéressantes a priori, parce qu'elles permettaient justement de ne pas trop concurrencer la vigne, un développement végétatif pas trop important, et parallèlement avaient une bonne capacité de capture. Vous verrez que la plupart d'entre elles sont des légumineuses, mais pas tout, hein, le plantain par exemple. Donc la plupart d'entre elles avaient une bonne capture, une bonne efficience d'absorption de l'azote et de restitution pour la culture suivante, enfin pour le cycle suivant. Voilà, j'en ai terminé. Donc en élément de conclusion, hein, je n'ai pas la prétention de faire une conclusion sur le sujet. On a balayé de multiples services rendus par l'enherbement, même si j'ai zoomé sur ceux liés à l'eau et à l'azote. L'enherbement vu comme vraiment une composante du système viticole et à ce titre-là à piloter chaque année. C'est là que ça devient excitant agronomiquement parlant, si je puis dire. Et donc il me semble que ce qu'on peut voir à travers les quelques exemples que je vous ai montrés, c'est que le choix de l'espèce, même si aujourd'hui la pratique minoritaire reste l'enherbement spontané, on est bien d'accord, le choix de l'espèce peut être un levier important pour la maîtrise de cette concurrence éventuelle. Et en contexte bordelais, dans la perspective du changement climatique qui viendrait faire se succéder de plus en plus d'années sèches, eh ben, il y a une vraie importance à ajuster tactiquement d'une année sur l'autre, avoir une certaine flexibilité dans la conduite des stratégies, mais c'est ce que déjà beaucoup de viticulteurs font. Je vous remercie. Bon ben, merci Aurélie. Et on n'a même pas parlé de la microbiologie du sol, comment elle est impactée par l'enherbement, mais pour une bonne raison, c'est que vous voyez que c'est très compliqué. Et je pense que c'est bien de garder les choses simples, de regarder juste le flux d'azote, le flux d'eau. Et puis si dans le futur, on arrive même à voir les interactions avec les micro-organismes du sol et de la vigne, bon, c'est bien. C'était un petit peu aussi à ça que je pensais avec ma question sur les outils qui permettent d'être très réactifs devant le choix de la stratégie d'enherbement. Alors justement, on ne peut pas séparer les flux d'eau et les flux d'azote si on reste simple. Ils sont intimement liés. Et on a bien vu avec Aurélie que ces flux vont être modulés par la stratégie d'enherbement. Donc comment différentes pratiques vont affecter la physiologie de la vigne à travers la modification de ces flux, c'est des questions importantes, surtout quand on voit les enjeux stratégiques qui sont derrière le choix d'un enherbement, d'une espèce d'enherbement et du timing de cet enherbement.